Vincent Louis, vous êtes le directeur de Préambule, maison d'accueil pour enfants et jeunes à Arlon, maison qui accueille 17 jeunes en difficulté sociale et familiale. Christophe Gretz, vous êtes le chef éducateur de Préambule. Vous allez aménager sur votre site, tous les deux, le site de la rue de Seslich, 2 tiny houses. Pourquoi faire? Au Préambule, nous avons la responsabilité d'accompagner des jeunes qui, parfois, sont... On va la refaire. On recommence. Oui. Au Préambule, nous avons la responsabilité d'accompagner des jeunes qui, à l'âge de 18 ans, sont obligés d'être en autonomie, obligés de se débrouiller tout seuls. Et donc, on a expérimenté et constaté souvent que c'était parfois très compliqué pour eux, avec le travail que l'on menait, d'expérimenter un peu cette vie en autonomie. Donc, l'idée de la Tiny House, c'était d'expérimenter pour eux en sécurité le fait de vivre et de devoir s'autogérer seul, accompagné par une équipe d'éducateurs qui viendra de manière quotidienne pour pouvoir les soutenir. Parce qu'il faut préciser qu'il y a des enfants qui arrivent parfois dès l'âge de 3 ans chez vous et que vous dont vous vous occupez jusqu'à l'âge de 18 ans, donc pendant 15 années, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, quel objectif pour ces tiny houses concrètement? L'objectif est assez simple. On se rend compte que chez nous, au niveau de l'institution, les enfants sont coucounés, ils ont une équipe d'éducateurs, il y a toujours un certain nombre d'enfants qui sont là. Nous avons des femmes de ménage qui nous préparent la cuisine, qui font tout ce qui est ménage dans les chambres, enfin, qui participent à la vie de tous les jours. Et les jeunes, à 18 ans, ils se retrouvent vraiment tout seuls dans un code. Dans un cote ou dans un studio, par exemple, en ville, et ils voilà. sont coucounés pendant 15 ans, mais quand même comme dans une famille normale, non? Il s'avère que, oui, ils sont coucounés, mais simplement, ils n'ont pas eu la possibilité d'expérimenter vraiment le fait de devoir vivre tout seul. Ils vont se retrouver souvent à 18 ans, donc c'est l'expérience qui nous montre ça, à 18 ans, se retrouver avec un réseau très limité, parfois avec une famille derrière qui n'est pas beaucoup présente, avec peu de personnes qui permettent un peu comme un jeune d'une famille, de pouvoir se retourner vers sa propre famille ou vers ses propres amitiés. Donc, on constate vraiment que c'est très compliqué. Donc, la sortie de Préambule, vous avez constaté que ça suscitait parfois à 18 ans quelques problèmes quand les jeunes se retrouvaient dans la vie réelle, c'est un peu ça? Oui, on passe de l'institution à la vie autonome sans avoir cette semi-autonomie, ce petit laps de temps qui permet d'expérimenter les choses. Donc, un exemple concret et simple, le fait de se lever le matin, chez nous, dans l'institution, il y a 17 enfants, il y a une équipe d'éducateurs, donc il y a du bruit, donc pas de souci, on se réveille. Là, quand on se retrouve tout seul, il faut savoir gérer un réveil, il faut programmer. Chez nous, on a des règles concernant les téléphones, par exemple. Le soir, on doit les déposer dans le bureau, on ne peut pas les garder la nuit. Là, quand on se retrouve en autonomie, c'est la première chose qu'on fait, on profite. Et il faut savoir gérer ce temps-là, il faut savoir gérer le réveil, il faut savoir se lever le matin pour aller à l'école, il faut gérer son temps par rapport à l'étude, par rapport à tout, le budget, se faire à manger. Et ça, nous, proprement dit, à l'institution, c'est pas possible parce qu'on est 17, donc on est une vingtaine presque tous les jours, et s'accaparer la cuisine pour préparer un petit repas, c'est pas quelque chose de possible. Est-ce que tous les deux, vous sentez que c'est de plus en plus compliqué pour les jeunes d'avoir cette autonomie quand ils sortent chez vous? Est-ce qu'avant, c'était plus facile? Vous avez l'impression que les tentations font que c'est de plus en plus dur de sortir de Préambule? Plus dur, je ne pense pas. Ça a toujours été très difficile de passer d'un endroit où il y a des présences, où il y a un travail éducatif qui est fait tous les jours, où il y a du monde, à ce moment où on se retrouve vraiment seul, où la préparation, il y a certaines choses qu'on peut faire. On travaille depuis le plus jeune âge sur l'autonomie, que ça soit scolaire, sur un peu tout. Mais la vie seule, c'est très difficile. Et qu'est-ce que vous attendez alors concrètement de la Tiny House? Comment vous allez l'organiser? Donc elle sera déjà sur le site, mais comment vous allez toujours avoir un petit contrôle? Comment vous l'envisagez, cette semi-autonomie dans ces tiny houses?
Le projet, on l'a appelé l'autonomie progressive. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le jeune. Donc il y aura vraiment une présence éducative au quotidien pour soutenir le jeune dans une expérience quelque part, quelque chose qu'il ne peut pas expérimenter quand il est dans l'institution, dans la communauté, parce qu'il y a trop de monde pour pouvoir préparer éventuellement un repas. Il peut le faire une fois de temps en temps, mais c'est vraiment compliqué de l'expérimenter de manière quotidienne. Par contre, avec son soutien, avec sa présence, on va expérimenter le fait de gérer un budget, on va établir avec lui un projet éducatif individualisé propre à lui ou vers où il veut aller, mais également un règlement dans le cadre de la gestion du quotidien de son petit code, de sa tiny house, qu'il va devoir gérer autant au niveau de la propreté qu'au niveau on disait auparavant, du lever, au niveau du quotidien. Et donc, ça va permettre vraiment aux jeunes de faire des expériences et de faire des erreurs quelque part par rapport voilà, il va recevoir un certain budget, il va devoir, avec ce budget, réfléchir à ce qu'il va se préparer à manger et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est un projet novateur ou est-ce que d'autres CPS ont déjà entamé la même démarche que vous? Au niveau CPS, je ne sais pas. Disons que je sais que des maisons d'aide à la jeunesse ont déjà expérimenté ce genre de choses à travers des maisons. Ils ont des appartements ou autres. Maintenant, des tiny house, c'est vraiment à notre idée. C'est novateur. On n'a pas entendu. D'ailleurs, on a eu des réponses d'un appel projet auquel on avait répondu, qui trouvait vraiment l'idée excellente et qui nous encourageait à pousser plus loin. L'idée également d'une tiny house, c'était de permettre à un jeune qui va se retrouver dans un code parfois très, très petit au niveau de la superficie, de vivre dans une tiny house qui va un peu refléter la réalité de ce qu'il va connaître à l'extérieur. En général, quand on cherche un code pour nos jeunes, c'est très compliqué de trouver un code avec une superficie importante. Souvent, c'est vraiment un petit réduit et la tiny house va un peu s'apparenter à cette réalité que le jeune va vivre par la suite après ses 18 ans, après sa majorité. Alors, une dernière question budget. Vous prévoyez 2 tiny house. Une est déjà financée, vous avez eu des aides pour cela. Et quid de la deuxième? Alors, c'est pour ça qu'on est là aussi. On va faire appel un peu à la générosité des services clubs, de la population peut-être, pour nous aider à financer cette deuxième tiny house. Le budget est de combien pour la construction? Le budget est aux alentours de 40 000 € par tiny house, donc avec également toutes les infrastructures à côté. Donc, on a un budget pour les deux aux alentours de 110 000 €. Donc vous avez bien entendu, appel à la générosité pour la construction de cette deuxième tiny house pour ces jeunes de Préambule. Un grand merci Vincent et Christophe d'être venus dans ce studio. Je vous remercie beaucoup.